La feuille d'émargement va circuler, ce qui va nous permettre de constater que nous avons le quorum alors que nous réunissons ce conseil dans des conditions un petit peu inhabituelles, dans le sens où on est hors du calendrier prévisionnel qui permet de savoir toutes les réunions de l'année. Qu'on essaye de tenir un peu, au moins de vous annoncer la date d'une fois sur l'autre. Là, on a quelque part une petite raison d'accélérer quelque chose qui était dans les tuyaux de l'ordre du jour. Hein. Ça aurait pu attendre en temps normal la prochaine réunion, celle du 13 mars. Bon, mais avant, il va falloir désigner, si vous êtes d'accord, une ou un secrétaire de séance. David de Rossi lève la main avec enthousiasme et le sourire. J'imagine que ça va avoir pour écho de faire sourire l'Assemblée délibérante au sens acclamer sa candidature. Y a-t-il d'autres candidatures, des avis contraires, des abstentions? Merci David. Donc le sujet, les deux points sont liés, bien sûr. Il s'agit de la SPL Gaïa. Je rappelle que à l'origine, la SPL Gaïa a été créée par la communauté de communes Thiers d'Or et Montagne et par la ville de Thiers, que depuis elle s'est garnie de communes qui ont décidé de la rejoindre, tel que vous avez pu le voir dans les statuts, ce qui nécessite d'ailleurs de désigner un suppléant pour représenter la collectivité au conseil de la SPL Gaïa, à l'Assemblée Générale, très exactement. Donc, suite à la cession d'une part de la SPL Gaïa par la communauté de communes Thiers d'Or et Montagne à la commune de Dora. Et nous avons donc un nouveau représentant titulaire et il nous faut du coup le remplacer par un représentant suppléant. Et là, c'est une proposition. Hein, le Conseil, évidemment, est souverain pour en décider. Mais comme on imagine qu'il y a toujours des fois des difficultés à faire émerger les candidatures, nous vous proposons celle de Jean-François Delaire, qui est d'accord. Voilà. Voilà. Y a-t-il d'autres candidatures pour être suppléant à l'AG de la SPL Gaïa? Des avis contraires? Des abstentions? Il n'en est rien, je vous remercie. Ensuite, vous avez pu lire dans l'annexe 1 et le point 2 du rapport la révision des statuts de la SPL. Alors, si vous n'avez pas lu les journaux, je vais quand même vous résumer que on a une des entreprises à but d'emploi, à savoir la première qui a été créée sur le territoire dans le cadre de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, qui connaît des difficultés, qui fait qu'elle est aujourd'hui en observation par le tribunal de commerce. Cette observation peut conduire soit à une reprise, soit à une liquidation. Je rappelle qu'il y a sur la SPL, sur l'EBE Actipol, aujourd'hui environ 70 emplois, que certains pourraient être repris justement par les autres EBE, mais une part assez congrue finalement, et d'autres pourraient être repris par la SPL. Alors, j'explique pourquoi. Pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents ou qui n'ont pas appris par cœur, la SPL, elle fournit principalement deux missions. La première mission, c'est d'avoir du foncier
pour permettre à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée de se développer, du foncier bâti pour permettre le développement de l'emploi des entreprises à but d'emploi, du foncier non bâti, et je pense notamment à la ferme de Lucien sur Courpierre et Escoutou, pour permettre le développement de l'activité de maraîchage de l'EBE qu'on appelle ferme de Lucien. La SPL a aussi une autre mission parmi ses deux principales missions, c'est de coordonner la commande publique de ses actionnaires. Et pour ce qui concerne la commande publique de ces actionnaires, c'est essentiellement des commandes publiques qui viennent de la ville de Thiers et de la communauté de communes. Que ce soit pour... alors je serais peut-être un peu moins calé sur ce que les prestations de la ville de Thiers, mais de mémoire, il y avait l'entretien des cimetières, la gestion de l'ouverture et de la fermeture des 10 cimetières. Pour TDM, il y a des prestations de broyage de végétaux, par exemple. Si vous demandez de broyer des branches chez vous, c'est bien quelque part le service déchets ménagers de TDM qui vous le fournit, mais par l'intermédiaire d'une prestation que TDM fournit, enfin demande à la société Actipol. Donc voilà comment tout ça fonctionne. Et donc, pour essayer oui, c'est une sorte de sous-traitance. J'entends le mot du côté de Farid Alaïd, c'est exactement ça. Alors avec une contradiction, je rappelle que l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée vise à créer des emplois supplémentaires dans des secteurs non couverts par l'activité marchande. Dit autrement, ça veut dire que les activités des entreprises à but d'emploi ne doivent détruire ni des emplois privés, ni des emplois publics. Donc on est sur de l'activité dite supplémentaire. Sauf que quand l'économie se porte bien, des activités supplémentaires, on arrive à en trouver. Quand l'activité économique ralentit, forcément. Donc la part des entreprises d'activité économique hors commande publique des entreprises à but d'emploi, c'est un peu réduite ces derniers temps. Je prends un exemple d'une activité qui était réalisée par une des EBE, c'était d'assembler des fils à couper le fromage par sous-traitance d'une entreprise privée. C'était de mémoire, je ne dirais pas de bêtises, mais Fischer Bargouin qui avait sous-traité cette activité à une entreprise à but d'emploi. Tout de suite, l'activité économique est un peu moins bonne, donc cette activité a été retirée et donc elle n'est plus commandée à une entreprise à but d'emploi. La difficulté que nous avons sur la commande publique, elle est assez simple. C'est qu'il faut à la fois ne pas concurrencer des activités publiques ou privées à la commande des entreprises, à l'initiative des collectivités, et pour autant, on a l'obligation de respecter le code de la commande publique, donc de mettre en concurrence. Donc la non-concurrentialité d'un côté, et la mise en concurrence de l'autre. Les entreprises à but d'emploi ont été créées par le législateur pour intervenir. Donc je rappelle, une société publique locale, une société publique locale a été créée par le législateur pour permettre à différents acteurs publics d'en être actionnaires. Donc c'est le cas là, vous voyez, quand on regarde le tableau, TDM, Ville de Thiers, SMTUD, Dora, Saint-Rémy. On n'a que des acteurs publics qui sont actionnaires de la SPL. Et pour intervenir dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Quelque part, les entreprises à but d'emploi aussi sont dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et donc, il serait certainement à un moment plus logique que la SPL puisse être habilitée pour la part territoire zéro chômeur comme une entreprise à but d'emploi directement, permettant quelque part de considérer que les activités qu'elle commande pour ses membres, c'est un peu une prestation, alors je vais le dire en anglais, c'est pas un anglicisme, c'est une citation, in-house, c'est-à-dire c'est comme si on commandait des activités à nos propres services. L'intérêt de la SPL, c'est qu'on le mutualise et qu'on le fait à plusieurs. Voilà, oui, je parle anglais, monsieur le maire. Voilà l'enjeu et la raison pour laquelle aujourd'hui les statuts de la SPL, la modification qui vous est proposée,
permettrait à la SPL d'être habilitée entreprise à but d'emploi et donc d'internaliser les 40 emplois à peu près qui travaillent aujourd'hui chez Actipol pour le compte de commandes passées par la ville de Thiers ou TDM. Donc au lieu de le payer à travers la SPL, ensuite de le fournir en marché à une entreprise à but d'emploi, eh bien les mêmes activités seraient réalisées en interne par la SPL avec des salariés qui étaient jadis en EBE, qui seraient toujours des salariés territoire zéro chômeur, mais territoire zéro chômeur dans une EBE, qui s'appellerait plus Actipol, mais qui s'appellerait SPL Gaïa. Vous suivez, on internalise ce qui est aujourd'hui à l'extérieur. Pour cela, pour que le modèle économique tienne, il faut évidemment que la SPL devienne une EBE, c'est-à-dire reçoive les financements de l'État qui aujourd'hui sont perçus par Actipol, c'est-à-dire 90% d'un SMIC. S'il n'y a pas les financements de l'État, et si donc la SPL n'est pas transformée, enfin n'est pas reconnue EBE, l'affaire s'arrêtera là. Donc aujourd'hui, le fait d'approuver les statuts de la SPL modifiés rend les choses possibles. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver. Donc il y a une fois qu'on aura le cas échéant approuvé les statuts, il va manquer 2 étapes après. La première, c'est que le fonds d'expérimentation à Paris valide, accrédite, habilite, je ne sais pas quel est le bon terme, la SPL comme entreprise à but d'emploi, ce qui devient possible après la modification des statuts. Et deuxièmement, que le tribunal de commerce valide la reprise des activités que Actipol fait pour le compte de la SPL par la SPL elle-même en internalisant la prestation. Voilà le scénario optimiste qui permet, l'enjeu de nous réunir si vite, dans le sens où, de manière avant le 13, qui est la date de notre prochaine réunion, c'est que c'est le 13 qu'il faut déposer les statuts et l'offre de reprise avec une SPL habilitée EBE au tribunal de commerce. Donc on est sur un délai extrêmement court et pour répondre par anticipation à des questions, je ne suis absolument pas en mesure de vous garantir que ça va fonctionner. Mais si on ne remplit pas l'étape de ce soir, on n'écrira pas les pages suivantes. On est quasiment sûr qu'on aboutira à la liquidation d'Actipol. Voilà ce que je pouvais vous dire pour expliciter un peu le rapport. Le reste était écrit dans le rapport. Et les statuts étaient joints en annexe, évidemment, au rapport. Donc vous aviez absolument tout. Bon, on peut penser que les élus de Thiers ont peut-être un peu une longueur d'avance sur le sujet parce que vous avez déjà délibéré au conseil municipal de Thiers. Il ne reste plus qu'au conseil communautaire à en faire autant, sous réserve que les collègues soient d'accord. Y a-t-il des questions? Monsieur Lavet, je vous ouvre le micro. Merci beaucoup. Avant d'avoir des questions, c'est surtout sur l'annexe sur les statuts. Il y a quelques erreurs typographiques que j'ai remarquées. Allez-y. Sur la page 6, il y avait des points, la création d'emplois supplémentaires, le développement et l'insertion professionnelle de nouveaux travailleurs notamment. Et là, il y a eu un retour à la ligne qui n'aurait pas dû être parce que c'est la suite de la phrase. Quelqu'un prend des notes parce que... Oui. Merci Anne-Laure. Page suivante, il y avait le point, alors ça doit être au milieu de la page 7, je l'ai noté. En fait, il y a page 7, excusez-moi, c'est que j'ai noté d'un côté. En plein milieu, il y a un petit 2 qui apparaît, et en fait, c'est la deuxième partie. Parce que ça fait de proposer des prestations de services et de vente de produits à destination des habitants, des entreprises, des associations situées sur le périmètre de ces actionnaires. Il y a un 2, et ça devait être le 2 du point de cet article-là.
Ok, on prend note, merci. Et également aussi, j'ai remarqué que vous aviez fait S'il vous plaît, est-ce que les notes que vous avez prises, vous pourrez les remettre à Anne-Laure qui est secrétaire de séance. D'accord, oui. Après c'est juste une remarque, c'est que j'ai vu que vous aviez fait de l'écriture inclusive. J'ai rien contre. Par contre, ça commence en écriture inclusive. Il manque des points où il aurait dû être, et à la fin, il n'y en a plus du tout. Donc, à un moment, c'est le ou la directrice, et après, à la fin, il n'y a plus rien. Donc, Vous avez raison, j'aime bien les documents cohérents. Alors après, juste, c'est pas pour vous contredire, mais l'équipe de la SPL travaille un peu dans l'urgence, dans l'objectif de sauver 60 emplois, ou 50 ou 40, enfin le maximum possible. Donc, on peut non pas considérer que ces erreurs sont pas à relever, mais on peut peut-être les relativiser. Non, mais c'est juste pour que au moins le document soit fait de manière cohérente, parce que si on a un souci, si on revient là-dessus dans quelques années, et tant que j'ai la parole, je voterai contre cette chose pour deux raisons. La première, comme vous l'avez dit, il ne faut pas qu'une EBE rentre en concurrence avec le secteur privé concurrentiel. Comme vous l'avez expliqué, le pourquoi. Pour ma part, j'ai peur qu'on se fasse potentiellement retoquer, que ça rentre en concurrence. Et la deuxième chose, comme à chaque fois que je parle là-dessus, on n'a pas eu depuis que la SPL Gaïa existe, nous n'avons pas eu un débat sur le bilan chaque année de la SPL. Donc, pour rester cohérent avec tout depuis plusieurs années, je voterai contre ce point. Très bien, merci pour vos explications. Éric Boucourt. Oui, merci Monsieur le Président. Notre groupe souhaite bien sûr que tout soit fait pour sauver les emplois. Je le sais, vous me l'avez dit à plusieurs reprises. L'Actipol. Néanmoins, tu as cité deux conditions, l'agrément de la SPL et la décision du tribunal administratif, du tribunal de commerce. Moi, j'en ajouterais une quand même, c'est tirer quand même les conséquences, les raisons par lesquelles on est arrivé là, et c'est pas seulement la conjoncture économique, il y a quand même un problème de gestion, il faut un véritable contrôle de gestion, qu'il soit interne ou externalisé, je ne sais pas, c'est à voir, mais il y a quand même une reprise en main à avoir. Je ne veux pas mettre en cause la direction, actuelle en tout cas, de la SPL, ou de l'SPL, oui. C'est pas là que ça pêche, mais il y a eu quand même des décisions, des actes de gestion inacceptables et quand même non contrôlés. Donc ça ne doit pas pouvoir se reproduire, parce que si on arrive à s'en tirer, ça sera une fois, ce sera pas deux. Alors, je partage le constat, et avec un rappel et une réponse. Le rappel, c'est que les entreprises à but d'emploi ont un statut d'entreprise de droit commun, avec leur autonomie de gestion et un fonds d'expérimentation nationale qui a un regard qu'il exerce sans doute de manière difficile. Je m'arrêterai là dans les qualifications pour la raison de l'autonomie. La seule arme, entre guillemets, dont dispose le fonds d'expérimentation, c'est le déconventionnement. Donc, en gros, c'est où on appuie sur le bouton nucléaire, où on n'a pas beaucoup de moyens de pression quand on est à Paris. Bon. Le comité local pour l'emploi, qui supervise le fait que les activités des EBE ne rentrent pas en concurrence, n'a pas non plus de rôle de tutelle sur les EBE du territoire. Alors, avec Stéphane Rodier, dans nos fonctions respectivement, lui de président de la SPL et moi de vice-président, on a fait jusqu'où moralement il était possible d'exercer un contrôle sur une entreprise juridiquement autonome, à tel point que la direction précédente a fini par partir parce que elle avait compris qu'on était en train d'y mettre un regard un peu avec de l'acuité. On a demandé au Fonds national un audit qui a été déclenché d'ailleurs. Bon, on n'a pas été très satisfait du résultat de l'audit parce que quand l'audit accorde plus d'importance à la direction
dont on pense qu'elle est peut-être pas ni bienveillante ni efficiente, on dit beaucoup de bruit pour rien. C'était peut-être pas la peine de faire venir un audit si en gros, même après l'audit, on n'a rien appris de plus que ce qu'on sait déjà, voire on en sait plus que la personne qui a fait l'audit. Une réponse, la réponse c'est quoi? C'est que si la SPL est habilitée en tant que BE, bah là pour le coup il va y avoir un sacré regard sur l'activité, puisque les élus seront à 100% aux commandes, et le sont déjà aux commandes de la SPL. Donc je serais même tenté de dire qu'il faudrait que partout où il y a des EBE, ce soit un modèle SPL avec les acteurs publics aux commandes, plutôt que cette nébuleuse où on a un fonds national à Paris qui n'a pas beaucoup de pouvoir, sauf déconventionné, un comité local pour l'emploi qui, lui, n'a aucun pouvoir sur les sociétés, les EBE. Le mode SPL fait que c'est les élus que vous avez dans la liste là qui vont aujourd'hui superviser les activités de ce que fait Actipol aujourd'hui pour le compte des collectivités et rendre des comptes à la fois juridiquement, moralement, politiquement, enfin dans tous les sens du terme. Donc on va dire que cette solution, si elle va à son terme, ira plutôt dans le bon sens. Je vois un micro qui s'est levé, alors je ne sais pas si c'est Cathy Mazelier ou Mohamed Oulabi. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voulais intervenir. Mettre à jour les statuts, c'était une bonne chose pour pouvoir recevoir les 90% des subventions directement et séparer un peu les deux navires, Actipol et la SPL Gaïa. Cependant, il aurait été un peu positif d'inciter les administrateurs de la SPL Gaïa à nous rapporter ce que s'est passé depuis la création. Parce que là, on veut bien changer les statuts et on est pour, mais par contre, on n'a aucune visibilité sur ce qui s'est passé depuis tant d'années. On l'a réclamé à plusieurs reprises et j'ai l'impression qu'il n'y a aucune réponse, alors que on aimerait bien savoir ce qui s'est passé, l'évolution de la société, etc. J'entends toutes les remarques, et quand on n'est pas bon, il faut le reconnaître, hein, on ne va pas se mentir entre nous. Il y a du vrai, il y a du faux là-dedans. Le faux, c'est que à l'automne, là, on a eu un rapport sur l'activité de la SPL. Là où on n'est pas bon, c'est que le débat que ce rapport doit générer, effectivement, n'a pas été organisé. Et j'ajoute, en présence, par exemple, de la directrice de la SPL, pour qu'on ait, comme on a un directeur général des services quand on est à nos réunions, parce que on n'a pas toutes les réponses en tête quand on est élu. Voilà. Donc, des documents, il y en a eu. Après, je ne sais pas s'ils ont été lus, mais les documents ont été transmis. Donc, l'activité de la SPL, elle est transparente. Les élus qui y siègent, ils sont connus aussi. Je pense que autant Stéphane Rodier que moi, ou n'importe lequel des membres de la SPL, répond à toutes les questions qu'on lui pose, à condition de les lui poser. Maintenant, voilà, le côté perfectible, c'est ce débat, comme on ferait un débat d'orientation. Là, c'est un débat pour savoir si les collectivités qui sont engagées dans la SPL sont satisfaites du travail et sont satisfaites d'y être et ont envie d'en demander plus ou moins. Voilà, donc ça, on le fera. Et une deuxième remarque, Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure de la concurrence déloyale. C'est là où il faut effectivement être vigilant. Pour ne pas, on a un territoire qui est en difficulté économiquement et il ne faut pas qu'on mette d'autres entreprises en difficulté. Et ça, vous savez bien que sur le bassin, c'est la chose qu'il faut à tout prix. Alors, on est entièrement d'accord. Et là, Mohamed, la loi, elle confie clairement ce rôle au comité local pour l'emploi. Le comité local pour l'emploi, il réunit le maire, il réunit le président de TVM, il a une présidente qui est Martine Munoz, et il y a aussi autour de la table le département et l'État. Donc la non-concurrentialité est vérifiée activité par activité avant leur démarrage. Voilà. Donc aujourd'hui, sur le bilan des EBE sur le territoire de Thiers, il n'y a jamais eu une difficulté. À chaque fois qu'on a senti qu'il y avait un risque d'entrer en concurrence, l'activité ne s'est pas créée.
Et j'ajoute même que la loi prévoit que si on crée une activité parce qu'il y a une carence d'initiative privée, si cette carence est comblée, eh bien le BE doit renoncer à son activité. Les textes sont très clairs là-dessus. Oui. Alors Stéphane Rodier a demandé la parole. Oui, c'était aussi pour répondre à Éric Boucourt sur précisément les manquements et le lien entre le comité local pour l'emploi, les entreprises à but d'emploi et le fonds national. Très clairement, moi je m'en suis ouvert avec un des vice-présidents du fonds. On a une carence en termes législatifs sur qui surveille qui. Et on est dans une phase d'expérimentation, hein, c'est une loi d'expérimentation, et très clairement on aura des propositions à faire. Il y a le président du Fonds national qui se déplace bientôt sur le territoire, et on aura des propositions à faire pour éviter de recommencer ce genre de choses. Je rappelle que Tony Bernard l'a rappelé, hein, le comité local pour l'emploi a averti, en plus par des salariés qui se rendaient eux-mêmes compte que la situation économique était plutôt sur le déclin, nous avait averti nous-mêmes, donc on a demandé un audit financier, un audit organisationnel, et que cet audit n'a pas pu récupérer les chiffres de la dernière année, qui étaient franchement mauvais, et personne n'a pu tordre le bras de l'entreprise pour donner des chiffres de manière à ce qu'on puisse avoir une situation objectivée de ce qui était en train de se passer. Parce que autant on voyait sur les chiffres qui étaient fournis en AG qu'il y avait une diminution assez sensible. Bon, il y avait un certain bas de laine, et c'est d'ailleurs pour ça que ça a pu durer quelques années de plus, parce que l'entreprise a été bien gérée dans les premières années. Il faut quand même rappeler cette prémisse. Il y a eu un effondrement. En fait, il y a deux types d'activités. Il y a des activités qui étaient plutôt tournées vers les collectivités territoriales que nous sommes, et un autre type d'activité qui était plutôt tourné vers le monde privé. Et on était à peu près sur une proportion de 60%, 40%. Bon, on est tombé à 80%, 20% en ayant plus de salariés. Donc très clairement, c'était pas quelque chose qui était tenable. Ça, nous, on l'avait bien vu. Donc on a averti le fonds plusieurs fois. À l'époque, le président Louis Gallois nous avait dit faites un audit financier. On a fait un audit financier qui nous a rendu des conclusions qui sont, pour ne pas dire, pour rester dans l'euphémisme, extrêmement décevantes par rapport à ce que nous on voyait, qu'on percevait, et qu'on a joué notre rôle d'alerte à des moments donnés. Sachant par ailleurs que toute entreprise a un commissaire aux comptes, et que le commissaire aux comptes n'a pas joué son rôle d'alerte. Bien, merci pour ces échanges qui démontrent que on y témoigne de l'intérêt, et que tout le monde apporte de l'attention au fait de sauver le plus d'emplois possible au niveau d'Actipol. Oui, Mohamed. Oui, et juste une question qui vient de marrer. Est-ce que à l'avenir, la possibilité de la SPL Gaïa de pouvoir prendre un peu les salariés, je sais que le secteur zéro chômeur c'est tiers, mais de prendre un peu des salariés sur l'ensemble du territoire? Alors ça dépend de la loi. Donc là, on n'a aucune marge de manœuvre. La candidature de l'expérimentation, à l'origine, il y a maintenant 8 ans, 2017, a été basée sur le territoire quartier politique de la ville de Thiers. Donc, je rappelle qu'on est sur une volonté d'expérimenter un dispositif légal, avec deux options en termes de la loi d'expérimentation. Enfin, on attend la troisième maintenant. On en a deux déjà, loi d'expérimentation. C'est le législateur qui dit on arrête, ça n'a pas fait ses preuves, et le législateur qui dit on généralise, libre à tous les territoires, s'ils le souhaitent, de mettre en œuvre un territoire zéro chômeur. Voilà, donc c'est pour ça que de toute façon, je pense que la candidature aurait pas été retenue si on avait pris un EPCI entier. Il est vrai que maintenant, si
on a un modèle qui fait ses preuves, bon, tout de suite, il faut qu'on se conforte. Si on a un modèle qui, à l'échelle nationale, fait ses preuves, pourquoi pas étendre le périmètre? Oui. Je pose la question parce qu'il y a quelques années, on nous avait demandé de désigner un territoire sur Courpierre où effectivement il y avait une forte population sans emploi pour pouvoir l'intégrer au programme Zéro Chômeur. On envisageait clairement une deuxième candidature pour un deuxième territoire à l'intérieur de TDM, dans l'idéal peut-être étendre, parce que à l'intérieur de TDM c'est un peu restreint, mais quand on est à Thiers et que d'un côté de la rue on peut être territoire zéro chômeur et de l'autre côté on peut pas, c'est pas facile à expliquer. Hein. Bien sûr. Mais on aurait aimé dans l'idéal qu'il y ait une autre commune aussi, au moins, toujours pour être dans cette dimension d'expérimentation. Et après, encore une fois, on verra. Là, je pense que dans les années à venir, mais assez rapidement, hein, parce que la troisième loi, elle a été annoncée. Alors bon, les péripéties parlementaires n'auront pas forcément conduit à l'accélération, mais comment 2027. Ouais, bon, autour de 2027, on devrait savoir si ça s'arrête ou si ça s'inscrit dans la loi durablement. Oui. Par rapport à ta question, on note quand même des freins par rapport à cette loi. Donc il va falloir qu'on puisse les lever. Entre autres choses, par rapport à la première loi d'expérimentation, le département qui était dans un premier temps un partenaire volontaire et d'ailleurs sur le Puy-de-Dôme très engagé, hein, peut-être certainement d'ailleurs le plus engagé de tous les départements des 10 premiers territoires, s'est retrouvé dans une position d'obligation de financement et en plus avec des financements qui ont été fortement alourdis par rapport au partenaire le plus engagé qui était le Puy-de-Dôme. C'est-à-dire que le Puy-de-Dôme versait à peu près 2 000 euros d'aide au poste par salarié et là c'est 3 000 euros, sachant que ça a été fait sur un coin de table, c'est un peu comme les 3% des critères de Maastricht. L'État a dit pour conforter le projet, il manque une partie du budget. Le département a les affaires sociales, il va financer. En soi, c'est complètement illogique parce qu'il y a des RSA qui disparaissent, sauf que les 15% qui ont été demandés au département ne correspondent absolument à rien, en tout cas pas aux économies que fait le département lui-même. Et donc, le département, assez justement, il y a un projet sur Thiers, il y a un projet qui est sorti aussi sur les Jersey-les-Vergnes. Donc ça fait 2 projets, c'est un des départements les plus engagés sur cette expérimentation. Et voyant les sommes qu'ils devaient verser déjà avec la première partie du projet, ils se sont dit mais là où on va si on est obligé d'aller plus loin. Et beaucoup de départements ont eu la même réaction. Ils ont dit on est prêt à participer mais on ira jusqu'à tel montant et pas plus. Qui veut dire que en fait l'expérimentation, au lieu d'être sur une dynamique d'approfondissement sur quelques territoires pour voir si ça marchait, parce que je rappelle que l'idée première c'est d'aller vers le droit à l'emploi, le droit au travail, en fait est tombé du côté du dispositif avec un financement dédié mais sur lequel on n'a pas de marge de manœuvre et donc du coup on n'est pas capable d'aller aussi loin que les attendus de l'expérimentation. Donc ça pose déjà un problème, ne serait-ce que pour valider les 2 lois de suite, hein, et très clairement à l'heure actuelle de ce qui redescend, c'est que s'il y a une 3e loi, elle sera pas exactement une généralisation au sens où on l'entend, mais plutôt un droit d'option. C'est-à-dire permettre à des territoires qui souhaitent aller plus loin d'y aller. Peut-être qu'il y aura une clause de revoyure sur les financements du département. En tout cas, c'est vrai que, si vous voulez, ils ont interrogé l'association des départements de France, sauf que l'association des départements de France, elle n'a pas le même dynamisme que l'AMF, qui est représentative des maires. Les départements se ressentent assez peu liés à ce que peut dire l'association des départements de France, et donc du coup, ils ont fait remonter très
clairement non pas leur mauvais vouloir, mais le fait qu'ils n'étaient pas en capacité de payer, et puis ils le sont encore moins maintenant. Hein. Je rappelle que l'an dernier, les départements, en moyenne en France, ont perdu 40% de leur capacité d'autofinancement. C'est-à-dire que quand bien même ils le voudraient, ils n'ont pas les moyens d'être même sur une évolution des programmes qui existent déjà. Bien, alors, Philippe Barrault. On s'achemine donc vers une disparition d'Actipol. Quelles vont être les conséquences financières? La SPL Gaïa reprendra un passif. Actipol est liquidé avec un passif. Je ne peux pas vous dire si Actipol va être liquidé. Oui, Stéphane. Alors, en fait, là, on en a un stade où il y a une offre au tribunal de commerce avec plein de clauses suspensives. La première des clauses suspensives, d'ailleurs, c'est que les assemblées, dont celle de la SPL, puissent se prononcer en faveur du projet, que le Fonds national permette d'avoir une habilitation et que le modèle économique de la SPL puisse être validé. L'idée, c'est pas de reprendre l'entièreté des salariés déjà, c'est d'en reprendre une partie. On serait sur au plus 40-45. Ce qui relève de la commande publique aujourd'hui. C'est d'ailleurs sur 70. Hein. Alors il y a une autre partie qui pourrait être reprise par tiers entreprise, mais eux aussi ils ont mis en place une clause suspensive par rapport à si la SPL n'y va pas, eux n'iront pas non plus. Et dans l'offre qui a été faite, c'est reprendre les salariés. Il y a quelque chose qui fait débat, c'est qu'il y a une dette sociale qui a été accumulée. Donc on a redemandé qui prenait en charge la dette sociale, c'est-à-dire les vacances qui n'ont pas été payées pendant les années. Et l'autre partie, il y a une proposition d'achat du lieu, du bâtiment, le lieu qui est à côté de la maison des sports, pour pouvoir loger les salariés. En fait, on reprend que ça. Tout le reste, on reprend pas. Et donc, ça laissera un passif. Et ce passif revient sur les collectivités fondatrices. Comment ça se passe? Non, alors il revient. Il y a des banques qui, là, je ne veux pas dire que c'est bien fait, mais ils ont mis en place des prêts en cette année. Début d'année, début d'année dernière, alors que la situation était très dégradée, donc il doit y avoir à peu près 120 000 de prêts, et donc il y a beaucoup de choses qui reviennent directement à l'État. Alors la dette sociale, des choses de ce type, c'est plutôt l'État qui va être touché. Bien, merci pour les questions, merci pour les réponses, pour ceux qui les ont apportées. Je vous propose de passer au vote sur ces statuts modifiés. Y a-t-il des avis contraires? On avait noté M. Lavet. Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Je prends pas parole. Et donc, c'est pour. D'accord. Et Stéphane Rodier ne prend pas part au vote, étant président de la SPL Gaïa. Voilà ce que nous noterons évidemment au compte-rendu. Merci en tout cas pour l'attention que vous portez à la situation sociale des salariés concernés. Bonne fin de journée et bonnes vacances pour ceux qui vont y être.